Euh, Bonjour, et nous sommes le 23 8 2013. Il est à ma montre 7h20. On va commencer un essai vidéo posting qui va contenir un peu une géopolitique et le Maroc et l'Égypte et la Syrie, bien entendu, l'Algérie éventuellement. Bon, comme je vous ai promis, comme je vous ai habitué, pour ceux qui me suivent, je commencerai quand même par cette introduction d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire c'est un long travail de définir ce que c'est que le Bergeg dans les pays arabes, dans les 22 pays arabes en fait, dans l'espace arabe, parce que 22 pays, on se demande si par la suite il resterait 22 ou il y aurait encore plus. Mais enfin, le Bergeg ici au Maroc, comme je vous ai dit, le Beltagi aussi en Égypte, c'est la même chose, même définition. Et donc, je dirai encore un mot sur ça. Bon, alors, sur cet exemple du Bergeg, on va essayer encore de le traiter plus, c'est-à-dire donner un autre élément nouveau, c'est-à-dire à savoir les objectifs, c'est-à-dire et puis bien sûr le pourquoi de son existence, le pourquoi de ce Bergeg. Alors éventuellement, il y en a trois à ma connaissance jusqu'à présent, tout au moins, comme disait Jacques Delors, on met trois et toujours on peut ajouter. Mais enfin, il y a la question politique, par exemple ici au Maroc, tout dissident politique et toute personne qui demande la République, une première République marocaine, et il va de soi, il y a un suivi, une poursuite, des entraves à son travail, des spy caméras chez lui, donc c'est une évidence. D'accord. Maintenant, il y a le deuxième point, le pourquoi aussi, c'est-à-dire qui fait animer cette guerre, c'est-à-dire c'est les côtés économiques. Par exemple, je me souviens dans les années 80, eh bien, ce Hicham, je crois que c'était un prince on l'appelait, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, un prince rouge et ainsi de suite. Le palais royal, il a voulu faire main basse sur toute la richesse de son père. Et on leur a laissé, bien sûr, juste quoi se nourrir et ainsi de suite. Comme il s'était enfui, on l'a appelé le Humar. Ça, ce sont des phénomènes qui arrivent, c'est-à-dire le grattage de l'économie. Donc, l'économie, ça c'est un point qui est très fort parce que un prince autrefois il prenait toujours les 20% dans toutes les affaires et donc il y avait une fortune depuis 1960, 61 plutôt, c'est-à-dire commencement jusqu'au 86 par là. D'accord? Et donc de ce fait-là, l'économie peut aussi intégrer ce phénomène de Bergeg. Ce phénomène de Bergeg, c'est-à-dire c'est un grattage de la richesse des pauvres citoyens, des pauvres gens, et de là, eh bien, alors on tire sur tout ce qui bouge. Donc, si par hasard vous possédez, vous avez en héritage, si j'ose dire, une villa, deux villas, trois ou je ne sais pas quoi, eh bien, ils seront toujours intéressés à vous gratter quelque chose, à vous bouffer un petit peu de ta chair. Ça, c'est donc l'existence de ce gag, il va aussi dans ce sens. Ce qui va nous faire développer la question si vous voulez, en bifurcation, c'est-à-dire on saurait qu'il y a un phénomène du palais royal, par exemple au Maroc, qui est, si vous voulez, pas épaulé, mais en parallèle
il y a une liaison dont le méchant loup, c'est toujours le palais royal, bien sûr, et par des groupes, si vous voulez, d'autres indépendants. Et ces groupes qui sont souvent animés par une ethnie ici qui a une approche très très restreinte et qui a une origine juive, et s'il faut bien le dire, ce sont des Souss, c'est une ethnie Souss, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne croient ni à Dieu, ni à quoi que ce soit, ni religion, donc c'est le matériel, c'est la richesse, c'est une richesse et qu'ils veulent en arriver. Quoi faire? Peu importe. Il va faire une laitière ici, et puis ainsi de suite. Donc c'est cet argent qui leur manque. Et puis il va de soi quand si vous êtes chez eux dans leur département au sud du Maroc, eh bien vous verrez qu'il y a la misère qui frappe et il n'y a rien de spécial qui tourne à côté. Donc il y a une question de vol, de corruption, de mettre les gens dans un état de stress et de défense. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la première tranche, c'est la politique, et la deuxième tranche, c'est qui est en parallèle, si vous voulez même en ex-aequo, l'économie, hein, c'est-à-dire c'est cette façon de travailler. Et donc, et en troisième lieu, c'est-à-dire, ce sont des gens qui peuvent avoir c'est-à-dire toujours cette existence de la gag, ce sont des études psychologiques. C'est-à-dire, ils ont bien intérêt, si vous voulez, à faire continuer cette souffrance de Bergeg à l'encontre du citoyen, parce qu'il y a des choses à tirer au niveau études qui peuvent être bien sûr monnayées, parce que chez le psychopathe juif, il n'y a pas un élément qui détermine la façon si vous voulez, de la valeur de la personne. Si ce n'est, tout est produit, tout peut s'acheter, tout peut se vendre, y compris l'intellectualisme des gens, y compris, si vous voulez, l'intelligence, si l'on se dire, des pauvres citoyens. Il faut bien souligner, des pauvres citoyens. Donc, Elbergeg, il a cette importance. Donc, il a une existence dans ce sens. Et puis, bien sûr, il y a aussi un autre côté, un autre volet, si vous voulez, le vol, c'est-à-dire le côté économique, est là pour faire vivre ces Bergeg, c'est-à-dire c'est un système qui est purement juif, c'est-à-dire des psychopathes juifs, c'est-à-dire basé sur le commerce, c'est-à-dire un verre paye, eh bien il va toucher 1%, 2%, pas plus, hein, c'est-à-dire le reste, mais à partir de ce qu'il va travailler, de ce qu'il va faire. Voilà. C'est-à-dire, s'il peut vendre une chose à 10 000 euros, eh bien, il aura je ne sais pas moi, 200, 300 euros, hein, et ça va être un salaire. Lui, il est content, et celui qui l'exploite aussi, c'est de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il tire sur l'économie des gens. Il tire sur la richesse des pauvres citoyens qui l'ont bien récolté tout au long de leur vie, hein, d'après les guerres et d'après tout ce qu'on veut, ça dépend de chacun comment il l'a considéré, mais en général, l'accumulation d'une richesse, en général, est une accumulation honnête et libre. Il existe bien sûr qu'ils ont accumulé durant des décennies antérieures, par des vols, hein, et ça existe, mais en général, si vous prenez un fonctionnaire, eh bien, il a fait toute une vie dans le fonctionnariat, eh bien, il a fait tourner tout comme il pourrait. Bon, ben, il a fait une petite maison ici, une deuxième là, et une troisième. Bon, ben, ce sont des choses qui sont de l'ordre du possible. Quand il y a le vol et l'intervention du Bergeg, parce que le Bergeg il est dirigé par d'autres, c'est-à-dire par des têtes non pensantes, mais ce sont des enfants du cœur, eh bien, c'est-à-dire le vol, par exemple, de sa richesse, d'une maison, je ne sais pas, eh bien, la pierre, ça coûte de plus en plus cher, et ça peut aussi donner un fonds de caisse pour ces Bergeg, hein, parce qu'il faut les payer. Et eux, le palais ne paye pas. Hein, y compris, si vous voulez, des systèmes qui sont dans l'État, c'est-à-dire la police ou bien
les brigades civiles de gendarmerie ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire il y a des factions qui travaillent dans cet ordre. Eh bien, ces gens-là, il faut alimenter cette puissance, cette force de brigade. Et cette puissance, il faut bien les donner de quoi nourrir. Bon, alors, il attaque les gens. Voilà. Alors, bien sûr, l'attaque peut être d'ordre psychologique, il peut vous faire croire n'importe quoi, mais c'est le travail de brigade. Hein. Finalement, il peut même accéder à des personnes qui peuvent être condamnées ou quoi, et puis ils savent qu'après, bon, ben, ils peuvent. Donc, il y a des combines, qui sont d'ordre d'enfant, hein, c'est-à-dire d'ordre d'enfantillage, c'est-à-dire c'est un travail des enfants. C'est-à-dire si vous allez dans une petite cour des enfants, et bien vous regardez, vous allez voir ça. Seulement, ce sont des gens qui sont adultes, qui sont des pères, qui sont même des grands-pères, qui travaillent dans ce sens. Alors que dans un État démocratique, bien sûr, cela n'existe pas. D'où ce qu'on appelle la première République marocaine, un État de droit, c'est-à-dire une poursuite de toutes ces personnes qui ont pu faire le mal à ces pauvres citoyens. Hein, par exemple, je pourrais vous citer un autre exemple, une maison qui peut coûter, mettons, je ne sais pas moi, 20 000 euros, hein, mettons, moi je donne un exemple comme ça, eh bien, sur le papier, ils vont vous marquer qu'il a été vendu à 200 000. Et si vous voulez votre maison, eh bien, il faut qu'au moins vous leur donnez les 200 000, parce que lui, il l'a acheté à 20 000. C'est comme ça, parce que le système dictatorial qui existe ne vous permet pas d'y accéder à la vérification des comptes des personnes, à faire des enquêtes, à dire que ça ne pourrait jamais exister dans ce sens, et tout en sachant que le marché à l'époque ne dépassait pas les 20 000. Ne dépassait pas les 20 000. Ça peut être dans les 25, ça peut être dans les 20 000, à la limite 30, si on ose dire, c'est-à-dire avec beaucoup de critères sur le logement ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire sur un bien, sur un produit. Voilà. Alors de là à le faire arriver à 200 000, je crois qu'il y a de l'arnaque. Et c'est là, c'est ce qui existe, c'est de l'arnaque. Parce que le milieu, encore une fois, n'est pas démocratique, ne baigne pas dans un état de droit. Le droit, il est pour les gens qui ont les moyens de le faire valoir. C'est-à-dire, si j'ose dire, c'est le palais royal, ce sont les grands vizirs, mais ni plus ni moins. La partie de la population, eh bien, subit tout en se taisant. Voilà. Et puis, bien sûr, on va leur faire croire des saints, on va leur faire croire tout. Il vaut mieux qu'ils se mettent au garde à vous sous un signe bien restreint de ce que demande la conduite demandée par le système politique au Maroc, qui est un système dictatorial, je le répète, et ça ne sert à rien de le répéter, puisque tout le monde le sait. Je dis tout le monde, c'est l'international qui le connaît. Voilà. Alors, ça, c'est une petite parenthèse que je l'ai ouverte sur les méfaits et sur cette existence de cet élément qui existe, c'est-à-dire dans tout le monde arabe, le bergag ou le baltaki, si vous voulez, ça existe aussi en Égypte. Bon, ceci dit, comme j'aurais préféré, mais je vous donnerai quand même un avant-goût, parce que les critiques ne pourront se faire et que qu'en pleine première République marocaine, sur les discours, sur tout ce qui est en train de se faire au Palais Royal, et tout ça, parce que, eh bien oui, il faut savoir que on vit dans la gueule du loup, et ça fait partie des risques de ce genre de posting. Hein. Alors, comme je le dis, je vais le faire une fois pour une fois.
sur le discours qui a été prononcé à l'occasion de la fête du peuple et du soi-disant roi, et le 20 août. Bon, ce 20 août, c'est un discours que je l'ai pu le voir dans le site Biladi, hein, qui donne une traduction en français, et j'ai pu lire quelques passages pour montrer d'abord que c'est des pipeaux, hein, il n'y a rien de spécial là-dedans, rien sur le Sahara, rien sur les attentes des gens, hein, parce que les gens qui crèvent pendant l'hiver dans les montagnes, l'Atlas et tout ça, et même dans les villes, et la pauvreté et qui touche les gens et de front, et comme si nous avons un Maroc qui ne fait que de diplômés. Hein. Or, le Maroc il ne fait pas de diplômés. Hein. Si vous comptez le nombre, nous sommes dans les peut-être plus de 35 millions. Bon, ben, à tout casser, vous aurez peut-être, je ne sais pas, une centaine de mille ou quelque chose de cette nature, mais j'exagère, c'est très très peu. Les gens n'ont pas de quoi manger, les gens n'ont pas de quoi, si vous voulez, se nourrir ou se protéger du froid, et encore moins de se protéger de ce fléau qui est le burgek. Alors, quand il parlait de le plan d'urgence de l'éducation et formation. Alors, quel genre d'éducation et quel genre de formation que vous donnez, ou que l'État, parce que le palais royal est considéré comme l'État dans l'État. Hein. C'est-à-dire, quand il y a le discours qui dit il faut un peu stimuler le gouvernement, mais le gouvernement ne fait rien. Ce sont des gens qui sont au doigt et à l'œil. Hein. Il n'y a aucune manifestation de liberté, ni rien du tout. Et tout le monde le sait. Et donc, s'il y a quelque chose qui bouge, il bouge de là-bas. Et s'il bouge de là-bas, s'il bouge des psychopathes de juifs, c'est eux qui tracent cette politique marocaine. Et depuis 4 siècles, facilement, parce qu'il y avait un roi qui était un juif, hein, avant cette dynastie, et qui a gouverné, je crois, dans 20 ou 30 ans à peu près. Hein. Tous les shorafa qui sont issus du prophète Mohammed, toutes les manifestations islamiques, et les a expulsés du Maroc vers le Sahara occidental, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara occidental. Ces gens de Sahara occidental sont issus du Maroc, hein, qu'ils étaient expulsés du Maroc. Hein. Il faut reconnaître qui sont ces gens-là. Aïtba Amran et tout ça, ce sont des gens qui sont de là-bas. Et alors, bien sûr, il ne manquait qu'une seule chose dans ce discours. Bien sûr, comme je vous ai dit, l'éducation et la formation. Alors, quelle éducation d'abord et quelle formation à donner à ces jeunes, hein. D'abord, il faut savoir les recenser, savoir dire quel genre de formation qu'ils peuvent avoir et dans la gratuité, parce que les gens n'ont pas les moyens, et quel est le niveau de cette formation, encore moins de niveau, et encore plus, si vous voulez dire, le niveau de l'éducation à donner au peuple et aux jeunes marocains. C'est-à-dire, si nous considérons un médecin qui a le niveau d'un infirmier, ou bien des gens qui ne sont pas suffisamment en mesure de pratiquer une profession, il manquait donc non seulement le côté théorique de la formation, mais la formation elle-même. Donc, il n'y a rien de spécial dans ce sens. Et puis le Maroc, il ne faut pas oublier que statistiquement, le nombre de jeunes de 18 à 25 à 26 ans, c'est énorme, et comme dans tous les pays arabes. Donc il faut en tenir compte de plusieurs paramètres, de leur montrer que la voie du travail, ce n'est pas le burgag, c'est plutôt autre chose, c'est le travail, et il faut rémunérer le travail en fonction du niveau de vie, et la rémunération du niveau de vie, c'est-à-dire quand on donne à un ouvrier, si vous voulez,
5 euros par jour dans un long processus, c'est-à-dire des heures de travail qui va jusqu'à 10 heures du travail. Bien sûr, on le laisse reposer, on le laisse travailler à sa guise, mais le salaire est là, qui en correspond et qui en dit long, 5 euros. 5 euros par jour. La sardine coûte 2 euros le kilo. Oui, bon, il atteint 2 euros. C'est-à-dire, je veux dire, c'est le côté c'est-à-dire le moins cher dans le commerce. Bon, il y a le merlot, une personne pourrait y atteindre, ça coûte dans les soit 6, 7, 8 euros et ça peut atteindre 10 euros. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent manger ces gens? Et c'est ça, c'est une population qui fait dans les plus de 85%, voire 90% des gens qui sont dans cet état d'optique. Alors, à côté de ça, bien sûr, il y a, pour faire face, il y a le vol. Voilà. Je posais une fois une question à la sœur, je lui disais qu'est-ce que les gens achètent à Marjan, c'est-à-dire un supermarché. Il disait en dehors des ambassadeurs, en dehors des gens de corps étrangers, c'est-à-dire les gens qui ont un certain niveau et un certain salaire, les Marocains qui font le plein dans ces supermarchés, ils n'achètent que la matière première et l'huile et la farine et le thé, le sucre, ni plus ni moins. C'est-à-dire les fromages, gruyère, président, je ne sais pas, les choses de la nature, c'est-à-dire si vous voulez un appareil Wi-Fi, un appareil électronique, non, il n'y a rien dans ce sens. D'accord? À partir de cette image, on va montrer au monde que les Marocains, ils vivent à l'aise. Non, ils ne vivent pas à l'aise. Ils vivent nettement moins le seuil de la pauvreté. Et il faut le déterminer ici, qu'est-ce que c'est que le seuil de la pauvreté. Si on dit que le seuil est à 1 dollar par jour, ici, ils ne gagnent pas le 10 dixième de ce seuil. Si vous prenez par exemple un parc-mètre qui garde les voitures, eh bien toute la journée, il ne pourrait pas dépasser et à tout casser 2 euros. 2 euros, voilà, 20 dirhams, c'est-à-dire, voilà, 2 euros. Alors, ils sont toujours les pauvres malades, il y a une question de santé parce qu'il y a des répercussions sur la santé, il y a tout un ensemble. Donc alors, quand il parlait le plan d'urgence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un État démocratique, et encore ils en ont marre de ces plans d'urgence en France ou ailleurs, ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne, mais et malgré tout ça, le chômage ne cesse d'augmenter. Ici, il est stagné, si ce n'est la courbe a explosé il y a longtemps le plafond. Ça veut dire que voulez-vous qu'on fasse avec ces plans d'urgence? Les gens, ils ont besoin du concret. Alors, il n'y a pas de concret. Alors, il restait une chose. Il lui restait une chose, c'est de faire ce qu'il avait fait à Saint-Deux à l'époque. Il avait hypnotisé le monde pratiquement de 61. Abna'u Sha'bina wa faladatu akbadina. Sha'bi, elle a dit. Bon, alors ça, il y en a marre parce que à côté, il n'y a rien. On n'a pas besoin des gens qui nous fait rappeler un petit peu c'est un côté qui est mesquin, qui a été cité, dicté par les psychologues des Juifs. Voilà comment il faut traiter ces Marocains. Et ils s'en foutaient complètement ce que les Marocains peuvent avoir à côté ou non. Alors voilà, bien sûr, alors nous invitons le gouvernement à procéder avec célérité l'adoption. Bon, ça fait des gros mots, des gros mots. Et des gros mots, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les gens, ils en ont marre, ils attendent l'occasion tout simplement. Voilà, il n'y en a pas de... Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire, mais il y en a qui disent dans le rythme de la poésie, هو العبد ابن العبد والعبد جده ولا خير في عبد تناسل من عبده.
Et en d'autres termes, dans la poésie arabe, la tashtari al-abda illa wal asa ma'ahu. Donc ce sont des, ce sont des paroles qui font plus blesser que de faire une commémoration ou une oration. Ce sont des gens qui sont dans une autre nature, dans un autre monde. Eux, ils se protègent, ils ont leur moyen de se défendre. Alors, poser un discours de cette taille, ça veut dire que les Marocains sont des idiots. Voilà. Du moment qu'ils ne sont pas arrivés à se libérer d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Hein. Alors, bien sûr, il parlait que le chemin à parcourir est très long. Hein. Très long, oui, mais il n'est pas seulement très long, mais il est impossible de l'atteindre. C'est-à-dire, l'escargot ne saurait jamais atteindre les États-Unis hein, ou l'Europe. Hein. C'est-à-dire, c'est un pas, oui, ça existe, mais l'escargot. Et l'escargot, ce n'est pas un pas. D'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est jamais. C'est-à-dire, c'est comme on dit qu'il existe une probabilité sur 1000 sur 1 million. C'est-à-dire, pour être réaliste, il faut dire non, il n'y a pas une possibilité. Voilà. Parce que le système de Bergeg qu'il a été instauré ici depuis bien longtemps, et c'est eux qui ont exporté cette maladie viscérale aux autres pays arabes, et en Égypte, hein, par exemple, les Beltaghi et tout ça, ça a été fait avec Hosni Moubarak, hein, c'est-à-dire c'est un tort. Hein. D'ailleurs, il a été mentionné avec Morsi, hein, parce qu'il était à la haute fonction de l'État, et donc il était parmi les gens qui avaient accès à ce genre de dossier qui a constitué ci, qui a constitué ça. Et donc même maintenant à la télévision, on voit des gens c'est-à-dire des islamistes, et même des gens qui sont des pro-Ikhwa al-Muslimin et ainsi de suite, qui manifestent et qui disent toujours plus haut que voici le système de Bergeg, voici le système de Beltaghi. C'est-à-dire c'est un monde qui n'a pas de fin. C'est un monde de clans, de mafia, qui est à l'opposé d'un état de droit. Et donc, si vous n'êtes pas protégé par des Bergeg, eh bien, vous êtes vite dans la sauce. Et puis voilà, c'est pas si compliqué à comprendre. Donc, ils savent que le Bergeg est là, qui est un système royaliste, et personne ne pourrait y arriver. Et c'est pour ça que la phrase était bien dictée. Le chemin pour parcourir est très long. Ça veut dire qu'il est impossible à l'atteindre. Ben voilà, c'est ce qu'on avait dit, qu'il faut créer l'économie parallèle. Vous en avez, il faut nourrir les autres. Donc l'État, à quoi ça sert? Ou bien il faut changer le système de l'État à un autre système, hein, c'est-à-dire pas un système démocratique, mais un système autre qu'un système démocratique. Hein, voilà. Et donc, je peux le résumer de la manière un peu plus succincte. C'est cette reine française qui disait si le peuple n'avait pas le pain pour manger, eh bien donnez-leur la brioche. Hein. C'est à ce niveau de l'idiotie qui existe ce genre de discours. Je l'exprime d'une façon parfaitement démocratique et parfaitement critique. C'est-à-dire, c'est pas une question de se moquer de qui que ce soit. Donc, c'est un discours, c'est du pipeau. Et du pipeau, c'est toujours du pipeau. Tant que le peuple il reste comme ça, eh bien, c'est toujours du pipeau. Voilà. Alors, quand on regarde un petit peu à côté, alors j'en ai fait une petite chose comme ça, et on s'aperçoit
l'Institut de recherche de Stockholm, International Peace. Alors il a donné les tendances de vente d'armes. Et bien sûr la liste, c'est institut, bon, un travail de recherche on voit un autre, mais il donne quand même un aperçu de ce que c'est, où va l'argent du Maroc, en dehors du vol, en dehors de faire sortir ça et de faire nourrir André Zola et des conseillers économiques lorsque le peuple crève des chômeurs, hein, de se moquer des gens de cette nature, et bien il va vers les armes. De 2008 à 2012, le nombre a augmenté de 104%. Algérie et Maroc, hein, les principaux importateurs des armes. Alors le Maroc, bon alors je commencerai quand même par l'Algérie, et je continuerai sur le bord du Maroc, comme ça je passerai aux autres. Alors le Maroc, il a fait un bond à 12e place, 12e place. De 2008 à 2012, 24 avions de combat. C'est comme nous avons les Martiens qui sont à côté. Alors le peuple il crève. Même si vous avez les 24 avions, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec, hein? Si le peuple déjà il est dans une situation de désastre, lui-même il va encourager l'ennemi à se placer, comme ils font les Syriens maintenant dans les hôpitaux israéliens. Les Juifs de cet état fictif. USF CC, MF 2000, ils sont achetés de la France, hein, pour ainsi voir. C'est comme ça qu'on voit que la France a une position mitigée, alors qu'il devrait faire le distinguo entre ce qui est de l'économie et entre ce qui est de la démocratie de 1789 et savoir appeler un chat. D'accord? Ils sont pour le peuple, et bien alors il faut être pour le peuple jusqu'au bout, hein, parce que donner leur impression que non, nous sommes avec vous aussi non, ça ne marche pas. Hein. Vous êtes avec le pouvoir en place, vous l'avez ici. Mais je crois que la France de François Hollande d'aujourd'hui, il a une tendance vers le peuple. C'est pas comme celle de Sarkozy. Hein. Sarkozy vraiment fait tout ce qui était en son possible pour que le Maroc reste ainsi, avec des esclaves, avec des non-nourris, avec des non-habités, avec pas de logement, avec ainsi de suite. Et par-dessus le marché, des visas et des queues de visas qui peuvent atteindre 300, 400, 500 mètres. D'accord? Par vous-même. Et ensuite, il avait, le Maroc toujours, 3 frégates Sigma qui étaient achetées des Pays-Bas et 54 chars de la Chine, 92. Bon alors, la Chine, d'abord, quand on achète de la Chine, ça veut dire quoi? On achète d'abord le moins cher, mais on achète aussi à entretenir ces pièces, parce qu'il n'y a aucune garantie, et puis un produit chinois, il y a toujours des risques, et donc il y a tout à fait. Mais enfin, il y a une politique d'aller acheter de la Chine, ces 54 chars de la Chine. Mais ça, c'est une observation. En tout cas, tout ça, ça a été payé par des milliards d'euros. Et les milliards d'euros, ça fait beaucoup pour les Marocains qui n'ont pas de quoi manger. Alors, de quoi manger et où se nourrir et où se loger. Bon, de là, on fait une sortie vers l'Algérie et on remarque que l'Algérie, de 2003 à 2007, elle avait fait un bond de 277%. Et de 2008 à 2012, bon, la vente a augmenté aussi de 93%. Et cette fois-ci, eux, ils sont fidèles à leur tradition de la Russie. Su-31K, projection marine, des systèmes de missiles S-300. Mais l'Algérie n'est pas le Maroc. L'Algérie, il a encore des caisses encore pleines, l'argent du pétrole. Seulement, il y a une gérance, eux aussi, qui n'ont pas géré tout un peuple, c'est-à-dire toute la misère de ces pauvres Algériens. N'empêche, ils ont de la réserve, ils ont de l'argent.
D'ailleurs, aussi pour preuve, et ils font appel à des gens qui sont de nature assez forte, hein, c'est-à-dire c'est-à-dire par exemple dans l'enseignement, dans la construction, dans l'industrie, hein, et ils payent rubis sur ongle ces Européens, ces Américains, c'est-à-dire ces gens qui ont une matière à donner, et même les Algériens qui peuvent donner quelque chose dans ce sens. Mais seulement, il y a toujours ce côté populace, côté oui, parce que le peuple maintenant, on ne peut plus considérer le peuple comme un peuple, si ce n'est de la populace. Hein, ça, il faut le comprendre. Hein. Les gens, ils manquaient de tout. Et ce tout, ils ne peuvent rien faire. D'accord? Donc, d'où ce qu'on voit faire apparaître les, les mouvements islamistes, les tueurs à gages, les snipers, tout ce qu'on veut, c'est parce que la situation ne peut pas aller éternellement ainsi. Éternellement. C'est-à-dire, si le Maroc a pu contenir tous ces mouvements pendant 50 ans, eh bien il ne peut plus rien maintenant parce que le nombre il est incroyablement en explosion et ils peuvent même retenir les gens à ne pas se marier ou à enfanter ou quoi que ce soit, mais le nombre il est tellement grand. C'est comme en Algérie, comme en Égypte et comme dans tous les autres pays arabes. C'est-à-dire les situations de dictature, ils étaient valables pour un peuple, c'est-à-dire pour une population qui est limitée. Si la population explose, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les gouvernants dictatoriaux, bien sûr? Rien. Donc, l'intervention de l'armée au Maroc, comme en Algérie, comme ailleurs, est importante, mais il n'est pas dans le sens de tomber dans le piège. Hein, c'est-à-dire, c'est pour gérer une société, c'est pour organiser exactement une société politique. C'est à partir de là, pas de corruption, les vrais politiques, et ainsi de suite, qu'on peut établir une société claire et nette. C'est dans ce sens. C'est-à-dire, là, on va faire travailler les institutions de l'État, hein, et l'armée serait le seul garant et le contrôleur de toute dérive de la société civile, c'est-à-dire du politique, si j'ose dire. Voilà. Et un peuple, il faut l'entretenir. Alors, ceci m'amène bien sûr à dire ce qui se passe, par exemple, en Égypte. Et en Syrie même aussi, ils ont commencé à faire travailler, à faire sortir un petit peu l'armée de ses rangs, à commencer à voir le porte-parole armé qui parle. Ben, il fallait le faire dès le départ. Hein. Dès le départ, c'est l'armée qui est maître de jeu, et ce n'est pas un Bachar Assad qui était un ancien ophtalmo, je ne sais pas, médecin. Non, il y a des limites. Il y a des limites. Même les gens qui sont maintenant en prison, qui se soignent, si vous voulez, dans les hôpitaux israéliens, comme on dit, comme je disais tout à l'heure, eh bien, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont entre les mains dans la gueule du loup, aussi. Hein. Et les Juifs, comme ici, ils n'ont aucune pitié. Hein. C'est-à-dire, à la limite, on ne peut pas les considérer comme des juifs de la Torah. Hein. Ce sont des juifs, peut-être, de nationalité, ils connaissent peut-être l'hébreu, bon, mais ils n'ont rien de Dieu, ils n'ont rien de considération ni quoi que ce soit. C'était exactement les sources d'ici, c'est la même chose. Hein. Et pour ainsi dire, que qui n'ont pas de pitié, c'est-à-dire si je suppose par exemple en 1971, le fameux 10 juillet 1971, de tentative du coup d'État militaire au Maroc, eh bien Assad il était entre les mains directes c'est-à-dire une supposition d'une prison entre les mains et du général Oufkir et du général Medbouh. Et les deux, un,
au Caire était de l'Atlas, de Ksar Souk, hein, et Medouh était du Rif, du général de Rif. Les deux, c'est-à-dire ils avaient la possibilité d'exécuter, hein, il avait la possibilité d'être sans pitié, hein, mais il n'avait pas fait. Il préférait un travail plutôt intellectuel. Ça, c'est un élément. Mais si je fais la supposition, il était entre les mains d'un juif et d'un souci, il serait exécuté sur le champ. Parce que ces gens-là, ils ont un niveau intellectuel très bas, bien sûr, des homosexuels et tout ce qu'on veut, c'est leur comportement libre et qu'ils font ce qu'ils veulent, mais ils n'ont aucune pensée. C'est pour ça qu'on voit par exemple au Maroc ce vol et cette accumulation de richesses et cette accumulation des millions et voire des milliards, alors que les gens crèvent juste à côté d'eux, mais ils ne peuvent rien faire. Mais c'est un élément qui est dans un sens plus dans ce qu'on appelle en arabe l'hif. Et bien sûr le chewing, hein, c'est-à-dire montrer les gens dans leur faiblesse, voilà comment ils disent, voilà comment ils font, pour exploiter tout cela. Exploiter pourquoi, pour qui? Et donc là on revient sur les 3 points que je vous ai cités au début, et politique, et économique, et des études psychologiques du cerveau, et ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais directement maintenant atterrir en Égypte, au Caire. Ben voilà. Alors là, il y a un problème. Bon, l'armée, elle est maintenant, si vous voulez, piégée. Alors, je crois, même dans cette même revue que j'ai Biladi, hein, c'est un journal électronique, qui a reporté sur ce qu'ont reporté l'Ahram, que le général d'armée Abdel Fattah Sisi, elle est de mère juive, et une juive marocaine de Ouarzazate ou je ne sais pas, d'accord, et il est allé en Égypte et il était peut-être très impressionné par l'acteur égyptien Abdel Fattah Qasri, voilà, qui a fait avec Ser Omar et ainsi de suite le film du grand acteur Naguib Rehani, qui est aussi d'origine irakienne, c'est-à-dire comme quoi les Égyptiens n'ont pas grand-chose à donner. Et donc, et même si on le voit par exemple à côté de Kerry, le sourire qui lui jetait le secrétaire américain, on voit ce sourire qui dépassait les bornes de cette personne qui est un arabe, qui est un musulman, et d'accord, il y a des actes qui se passent, non, mais c'est un sourire qui dit long, comme le sourire du ministre des Affaires étrangères turc, Daoud Oglu, je crois, avec Laurent Fabius. Kerry est un juif, Laurent Fabius est un juif. Et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de liaison plus directe et plus stricte en dehors de la juiverie? Donc ce sont des juifs. Donc si vous voulez, c'est même quand ils font la collade, et à coup sûr dans l'oreille, je ne sais pas, ça peut être dit Adonai Eloheinu Adonai Ehad ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont le pouvoir et qui ont la vie des gens entre leurs mains, et ils peuvent faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc pas de justice, donc il y a un projet, si on ose dire, comme ils disent les Libanais, ainsi de suite, de Hassan Nasrallah, oui, ça peut exister, mais pour qu'un projet puisse exister, il faut qu'il y ait ces hommes à l'intérieur. Donc ils peuvent faire vivre ce projet, voilà. Et si le projet est juif, il faut bien qu'il y ait des juifs à l'intérieur du gouvernail. Bon. Et donc, Sisi, il est dans le piège. Il est dans le piège, il s'est fait piéger d'abord, hein, parce que tuer un seul Égyptien, ça fait un trop. Hier, j'ai écouté à la télévision Babilia, il y avait un petit débat politique, et il parlait qu'il y avait 2 journalistes, un français et un autre britannique, qui avaient fait le tour de Sahat Rabia Adawiya,
pendant les manifestations, ils n'avaient pas trouvé des armes. Donc il n'y avait pas des armes. C'est-à-dire le prétexte d'attaquer les frères musulmans, il n'existait pas. Donc il a été inventé. Même les millions, qu'on a parlé maintenant, les têtes de frères musulmans, ils avaient 1 million de dollars, 1 million d'euros, et ainsi de suite. Ça n'existe pas. Parce que ça, ce sont des gens qui n'avaient pas cette possibilité d'atteindre ce niveau des millions et des milliards, encore moins des milliards. D'accord. Mais il y avait une volonté de se débarrasser de ces gens-là. Bon, ces gens-là, ils sont venus là par les urnes, devant le monde entier, internationalement. Bon, alors, sur ce fait-là, je crois que si l'institution militaire avait peut-être donné accès à leur façon de se venger de quelque chose, avec une constitution moindre, avec un ensemble de points qui ne leur plaisaient pas, et ils ont toujours la possibilité d'annoncer des élections anticipées, tout de suite. Mais alors attention, si vous annoncez les élections tout de suite, sans fraude ni quoi que ce soit, et si, comme je vous ai dit dans l'autre posting, que ce Ikhwan al-Muslimin, c'est-à-dire parce qu'il touche la populace, c'est un peuple qui est très discipliné, ils peuvent accéder encore au pouvoir. Et donc vous aurez un morceau d'eux. D'accord? Alors, je ne dis pas que je suis contre ou je suis pour, mais je dis je suis pour une démocratie, et la démocratie doit respecter ses paroles, doit respecter ses urnes. Vous annoncez des élections anticipées, soit, non parce qu'il y a une menace en face des gens de Tamarroud, de 30 juin, je crois, oui. 30 juin ou 30 juillet, qui ont pu faire monter toutes ces escalades, et le 3 juillet qu'il a été destitué Morsi, donc ce 3 juillet, voilà, quelque chose de cette nature. Il menaçait le pouvoir. S'il revenait sur ses pas, sur ses traces, eh bien eux, ils vont reprendre la rue et commenceraient vraiment par une guerre civile. Hein. Eux, ils ont les moyens d'une guerre civile. Ça, on peut l'être sûr. Maintenant, qui tue qui? Alors là, c'est tout une cachotterie là-dedans. Hein, parce que autant que les Israéliens, ils foutent la merde comme ils entendent dans ce Moyen-Orient, autant que des groupes armés qui peuvent venir de l'Irlande, comme ils peuvent venir des États-Unis, comme ils peuvent venir d'ailleurs. Donc, tuer, c'est quelque chose qui est de l'ordre du naturel. Seulement, qui porte le chapeau, eh bien, à l'état actuel des choses, ce sont bien entendu les frères musulmans. Alors, les frères musulmans, qui sont les frères musulmans? Quand ils se prononçaient pour les armes, je crois qu'ils essaient de faire peur, mais ils ne savent pas la valeur de ce qu'ils prononcent, hein, parce que ce qu'ils prononcent, il peut être condamné, d'autant plus s'il vient d'un des dirigeants, sans pour autant avoir une attention très particulière côté juridique, parce que le juridique, le fait de dire ou de ne pas dire, même s'il se trouve dans la tête d'une organisation, il n'est pas en possession d'armes pour pouvoir le juger et le dire et le condamner. Là, ils sont en train de le mener de 15 en 15. Pourquoi? Pour qu'ils ne racontent pas ou pour qu'ils n'amènent pas les gens à une vraie guerre civile. Mais non, ils ne sont pas dans une guerre civile encore. Ça peut l'être, je ne dis pas non. Parce qu'une guerre civile, cela suppose les armes, cela suppose les bombes, cela suppose un certain nombre de donnes. Cela suppose que déjà le pays est à feu et à sang. Cela suppose que, par exemple, que ça touche et le Caire, et Alexandrie, et Tanta, et je ne sais pas quoi, et quoi d'autre. Hein. Donc, c'est un mouvement circulaire. Le mouvement circulaire n'existe pas encore, si ce n'est un peu vers la Riche, au nord de voilà, comme il disait Kulthum, Ya Habibi kullu shay'in bi qada. Al-qada ou al-qadar, ça c'est une autre phrase.
Bon, et ça, là, on peut parler d'une guerre civile. Mais j'ai l'impression que les enchères sont là pour ôter, hein, et pour faire sortir les frères musulmans de tout ce qui est jeu politique. Ils ne veulent plus ces frères musulmans reviennent au pouvoir. Ils ne veulent plus. Ça, c'est une constatation. Et ça peut être aussi une supposition des Israéliens, ces psychopathes juifs, de détruire le mouvement de l'intérieur. Hein, ça, c'est une donne. C'est une donne. C'est-à-dire, ils ne laissent pas c'est-à-dire, ils ont fait tellement de mal et ils veulent éviter ces frères musulmans, d'autant plus pendant une année, ils étaient en contact direct avec tout ce qui est classe dirigeante des frères musulmans et ils avaient bien su ce que c'est que ces frères musulmans, c'est-à-dire c'est-à-dire les intentions premières, les qawalib, comme on dit en arabe, en marocain, voilà. Et puis ça, c'est un monde qui ont dégénérescence. Et là, ils avaient dit, enfin, ils avaient constaté, ils avaient pris une décision qu'il faut éliminer ce mouvement. D'ailleurs, la non-reconnaissance de l'État de la Syrie, hein, pendant Morsi, l'idée, certainement, il ne venait pas des frères musulmans. L'idée, elle est purement juive d'Israël ou des lobbies juifs aux États-Unis, quelque chose de cette nature. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose qui est du mal pour donner l'impression que ce ne sont pas des gens en mesure de parcourir un monde avec les démocrates. Donc c'est un système qui est plutôt à côté de la plaque. Hein. Ça me fait quand même penser à ce discours marocain du 20 août, c'est-à-dire tout le monde attendait, et pour dire ce que tout le monde attendait de ce discours, et je le dirai encore une fois, c'est que le Maroc de lui-même réclame, comme il avait fait Juan Carlos en 1975, qu'il a dit non, il ne voulait plus être ce roi qu'il était son grand-père, hein, mais il va faire passer l'État de l'Espagne à un État plutôt démocratique. Et en 1976, à la limite, il avait pu travailler ce mode de fonctionnement. Donc c'était un discours très attendu. Tout le monde attendait ce discours du Maroc, hein, tout le monde attendait. Voilà, enfin, il y a un degré de liberté. Hein. Et puis, Juan Carlos était fort dans ses attentions, parce qu'en 1981, à l'intérieur de Cortés, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale espagnole, avec ce lieutenant-colonel qui était franquiste, qui a voulu détruire la démocratie, eh bien c'était justement Juan Carlos, qui a pu faire remettre encore une fois l'Espagne dans les rails d'une démocratie, une démocratie bien sûr à l'européenne. Le voisinage, bien sûr, il a de l'influence, c'est-à-dire la France et ainsi de suite, mais le Maroc aussi, il a une influence de l'Espagne, il a une influence directe de cette Europe. Hein. Si c'était un pays plus démocratique, nous aurions fait un pont entre Tanger et Tarifa, parce que c'est très près. Hein. Et voilà. Et l'Espagne, bien sûr, de façon générale, comme il avait fait entre la France et la Grande-Bretagne, mais un pont plutôt au-dessus en dessous des deux à la fois. On ne sait pas. Ça, c'est ce que je disais. Alors, je reviendrai quand même sur l'Égypte. L'Égypte, c'était ça. Donc, quelle peut être la solution maintenant? Moi, je crois, à mon avis, hein, c'est à mon humble avis, et pour ne pas gêner la structure même militaire, la structure de ceux qui demandaient de Tamarod et ainsi de suite, il faut appeler à des élections anticipées et tout de suite, et pas dans 6 mois ou 9 mois ou dans je ne sais pas quoi, des mois. Parce que ce temps-là est très précieux. Parce que ce temps-là,
l'équipe qui est au pouvoir actuellement peut avoir tout le temps pour préparer aussi la relève, donc à son, à son profit et au détriment des autres. Donc il faut avoir de l'improvise, c'est-à-dire des élections anticipées tout de suite. Voilà. Vous ouvrez les centres et tout le monde peut commencer à voter. Mais attention, c'est la dernière fois. Hein. C'est-à-dire si à chaque fois il faut une descente d'armée pour faire revenir quoi que ce soit, pour évincer un tel frère musulman ou un autre, non. Ça, il y a une démocratie, il faut qu'elle soit respectée. Et je dirais même dans la Constitution, il faut qu'il y ait le respect et l'indépendance, et de la presse, mais aussi l'indépendance c'est-à-dire même un petit article qui cite quand on peut avoir des élections anticipées sur un référendum, sur des statistiques, sur une trahison, la grande trahison, sur la haute trahison si on veut, c'est-à-dire sur des valeurs de cette nature. Comme ça, on sait que même les élections anticipées sont cadrées, juridiquement parlant. Voilà. Alors bien sûr, je dirais aussi sur la presse égyptienne, je ne l'écoute plus, je ne la vois plus, parce que je l'aime plus. Pourquoi? Parce que ils sont tous, maintenant, toute cette presse, ils sont anti-frères musulmans. Bon. Et chacun va de son balai, et voilà, chacun il va faire sortir ce qu'ils avaient envie de faire sortir sur les frères musulmans. Or, ce n'est pas ça la démocratie. Ça, c'est pas la démocratie. Tous se sont pour Sisi, tous se sont pour la nouvelle équipe. Non, ça, c'est pas normal, ça. Donc, on voit que le coût est tellement monté. C'est-à-dire la presse, elle n'est plus indépendante. Il n'y a aucune déontologie journalistique, ni rien du tout. D'accord? Alors, il devrait avoir des lois pour cette déontologie journalistique, c'est-à-dire une indépendance. Moi, je téléphonais à l'Akhbar Nil News, eh bien, maintenant, ça y est, c'est fini. On pourrait avoir accès à des filles comme ça pour discuter journalistes. Eh bien, non, maintenant, c'est investi par des policiers. Ils sont investis par des gens qui sont là. Dès que le téléphone sonne, c'est eux qui vont répondre. Et s'il y a une femme, c'est une policière, voilà, et hop, on n'en parle plus. Alors, bien sûr, il y a les mensonges, les filles sont là pour gagner leur morceau de pain, il n'y a rien de spécial à dire sur cela, mais il n'y a aucune déontologie journalistique. Les gens, ils ne font pas la presse, ils font autre chose. Les gens foutent la merde, ces pseudo-journalistes hommes-femmes, c'est de la merde, je le dis bien sûr entre guillemets, hein, c'est-à-dire aucun... le niveau, on le savait depuis toujours. Hein, depuis toujours. Ils avaient choisi le système égyptien, ils avaient choisi la parole, ihna, alashan, que tout ce que veut, avec ça, ils font dormir les gens bien debout. Hein. Mais à côté, ni beauté intellectuelle, ni quoi que ce soit. Il y a le copiage et l'État font la caisse. Et ensuite, ils attaquent les gens. Ils attaquent tout le monde. Ils attaquent même les spectateurs. Par exemple, il y a Qanat al-Farahina, il y avait une qui était, je crois qu'il s'appelle Hayat Dardani ou quelque chose de cette nature. Ils étaient anciens danseuses dans des boîtes de nuit là-bas. Ensuite, la chaîne a ouvert ses portes, eh bien, ils vont choisir une. Bon, ils ont choisi une qui était une ancienne danseuse. Une ancienne danseuse où il y avait pas mal d'hommes qui étaient à ses pieds, ça c'est une chose qui est parfaitement normale. Maintenant, elle commence à vieillir. Bon, ben, quand on cherche le niveau intellectuel d'une danseuse, il n'en a pas, ce qui va de soi. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la sorcellerie, il reste le travail des illusionnistes, il reste tout un ensemble, sauf le journalisme. Sauf le journalisme qui est un vrai métier, c'est-à-dire qui doit aiguiller et éclairer, comme on dit dans les films égyptiens, les gens. Donc, ils ne font pas ça. Même au passage, Al Jazeera, qui a fait, paraît-il, aux États-Unis un
boum, avec 50 millions le premier jour, je ne sais pas quoi. Et je crois qu'ils n'ont pas le métier en main. C'est une machine à propagande. Ce n'est pas une machine où des gens, où il y a le respect de l'intellectualisme ou le respect de la chose. Non, c'est un travail, c'est une machine qui épaule les décisions politiques. Voilà. Et les décisions politiques émanent surtout des lobbies. Et parmi ces lobbies, eh ben, par exemple aux États-Unis, il y a les lobbies des armes, mais aussi les lobbies juifs, et il y a un certain nombre de donnes. Donc, c'est une chaîne très, très fermée. Bon, moi, j'essaierai d'être un peu plus court. Hein, parce que, et donc, la presse égyptienne, ça ne sert plus à rien. D'abord, il ne sert plus à rien depuis longtemps. C'est-à-dire, quand je vois comment ils sont manipulés par le Bergeg, par le Beltagui, là on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la presse égyptienne. Là on le sent. Alors maintenant, ça a été le grand jour avec la descente aux enfers, comme on dit, si on veut dire les choses ainsi, du Morsi. Voilà, de l'ancien président Morsi. Voilà. Là, alors, tout le monde attaque les musulmans, et bien, il fallait l'attaquer au moment. Il fallait avoir une indépendance d'opinion. Moi, j'ai essayé, j'ai téléphoné même à Al-Masriya, Al-Oula, enfin, c'est-à-dire c'est la même Maspero là-dedans, et parce que j'écoutais que des analyses qui donnaient juste un côté de frappe. On frappait les frères musulmans, et toujours vive Morsi, vive Sisi. Alors je disais attention, voilà, mon intervention, ce n'est pas dans ce sens. Alors ils m'ont fait passer à quelqu'un qui est dans un bureau, je ne sais pas qui peut être un censeur ou un flic ou je ne sais pas quoi. Alors il m'a dit, ah parce que vous êtes des frères musulmans. Je lui ai dit non, moi je suis d'abord un libéral. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le sens politique, je suis indépendant, mais c'est-à-dire, je ne suis pas ni avec les frères musulmans, ni avec ce qui est en train de se passer militairement. Un État militaire, c'est pas intéressant non plus, parce que le monde ne vit pas dans un système militaire. Mais le militaire, il est là pour gérer et pour ordonner plutôt. Et non gérer, c'est-à-dire gérer au sens politique du terme, au début, et ensuite il faut laisser la machine aller de soi, parce que les gens, ils ont besoin de se nourrir, de vivre. Moi, je suis pour Sharia. Il a été venu par les urnes, il devrait partir par les urnes. Il n'y en a pas autre chose. Si on fait ça en France, eh bien, François Hollande, il devrait quitter l'Élysée tout de suite. Pourquoi il va rester? Obama, la même chose, devrait quitter la Maison Blanche tout de suite. Donc, ce n'est pas dans ce sens. Il faut appeler à ça, à des élections anticipées, j'en veux bien. D'accord. Bon. Ceci dit, quand je lui avais dit, bon, il m'a dit, je vais vous faire passer, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, j'attendais l'appel, je peux l'attendre toujours, j'aurai jamais un appel. J'avais dit, je vais vous faire passer le studio qui est en bas. Bon, ça au moins il a dit vrai, parce que le studio, je crois qu'ils avaient au rez-de-chaussée de Al-Masriya ou Al-Oula. Bon, mais sinon, on passe pas. Alors après, on va essayer de colmater tout ça par un micro-trottoir où il y a des gens qui disent non, on n'est pas d'accord. Mais tout au long de la période avant que j'intervienne, il n'y avait pas un type qui parlait de ça. Et même, surtout pas les analystes. Alors, il y en a un autre qui est encore pire que ça, dans le Nil Akhbar, le Nil News. Alors, ils étaient en train de... Il y avait une intervention de quelqu'un par téléphone, toujours filtré au volet. Et bon, alors, il parlait. Il était pour, il était contre. Et il y avait un autre invité au studio. Cet invité lui avait dit, non, mais explique-moi. Et d'un coup, il a dit, Mak Liwa, avec vous, qui parle maintenant avec vous, parce qu'on ne voyait pas de son image, avec vous, c'est le général, tel. Attention, là, on est passé d'un stade à un autre. Alors, bien sûr, la fille qui était là au studio, ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient j'ose dire,
culotte mouillée ou je ne sais pas quoi, ils avaient peur. Ils avaient peur, ils ne pouvaient rien dire. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils ne pouvaient ni mener le débat, ni quoi que ce soit, qui est à côté de ce que je disais, qui n'ont pas le niveau intellectuel. D'accord? Alors, finalement, on voyait la dispute entre le général qui est à l'intérieur du studio et l'autre qui est qui est par téléphone, qui est en train de discuter. Donc, il y a une sorte de coup d'État militaire sans l'avoir vraiment un coup d'État militaire. C'est ça ce qui est chagrinant dans la situation en Égypte actuelle. Par contre, la situation d'Égypte est parfaitement valable ici au Maroc. Si on fait ici un coup d'État militaire, oui, ça peut l'être. Ça, il peut faire bouger des lignes, et les grandes lignes. Et il y en a des grandes lignes. Hein. On fait bouger, pas de brigade, un état de droit, les gens devraient avoir un seuil de consommation, un niveau intellectuel, un niveau de salaire, un travail pour tout le monde, même si le travail au niveau rien que des services et ainsi de suite, quitte à développer l'industrie, des infrastructures. Donc il y a des choses à faire ici. Mais le système est bloqué. Donc ici, pour le débloquer, oui, si, il peut être le bienvenu au Maroc. Ça, il n'y a pas de problème. Hein, il peut le faire ici, il n'y a rien à dire. Par exemple, ici, il y avait la grâce et ensuite la disgrâce. Hein, de ce pédé, ou je ne sais pas, ou espagnol. Mais l'espagnol, il est rentré chez lui. Et il a été, bien sûr, arrêté par la police espagnole. Bon, ben, ensuite, là-bas, ben, il est chez lui. Hein, il est chez lui. D'accord? Donc, gracié et disgracié, c'est-à-dire quoi? On joue avec le système. Hein, attention, les gens vont avoir un air très mécontent. Il faut revenir sur la tâche, il faut revenir sur la paye. J'ai vu l'autre jour l'interview de Hicham, je crois, c'est qui est le prince, Hicham, leur prince, parce que moi je n'aime pas tout ce peuple. Il parlait que c'est l'entourage de le roi, mais les Fouqara qui touchent les 700 milliards d'euros, alors qu'il est le riche, qui avait piégé le roi. Voilà. C'est-à-dire, il faut avoir une vraie. C'est-à-dire, lui, il essaye de parler de l'intérieur du palais. Mais lui, il a quitté le palais il y a longtemps, d'abord. Hein. Et puis ensuite, il y avait ce système. Mais le système qui est aujourd'hui, il est encore un système encore plus perfectionné, parce qu'il s'adapte maintenant avec ce qui se passe avec le printemps arabe. Donc, ils sont dans une autre situation, autre que celle que lui, il avait quitté dans les années 80, hein, début 90, je crois. D'accord? Donc, il y a des situations qui sont différentes. Le Belgag est de plus en plus développé. Le pouvoir, peut-être, il tourne entre des petites mains là-bas au Palais Royal, entre des juifs et des souches et peut-être une partie de la classe, et même surtout de Touarga, là-bas, c'est-à-dire de Ouarzazate. Ce sont des gens qui sont d'une nature très malade. Alors, si on veut dire, il y a une erreur politique, parce que le système lui-même, il est une erreur. Le système ici qui existe, le système royaliste, est une erreur qui empêche les gens d'y aller, qui empêche les gens. Et alors, bien sûr, il y a les crimes et les assassinats qui existent partout. Et oui, mais qu'est-ce que voulez-vous? Tout le monde avait peur. Il suffit d'être malade et puis voilà, vous êtes l'élimination se fait tout de suite. Et il suffit de sortir à la rue et les gens qui... Ah oui, bien sûr, ils vont passer tout ça par des accidents de route, ils vont passer ça par des hasards. Alors, cherchez le hasard du non-hasard. Même si vous menez des enquêtes au niveau, comme je vous ai dit, qu'une maison peut coûter 20 et il demande 200 000, si vous faites une enquête au niveau de la justice, qui va mener cette enquête dans un système dictatorial. Donc il faut attendre le système purement d'un état de droit, c'est-à-dire un système de la première république marocaine. Donc je vous ai dit, c'est l'armée qui peut faire ça. Donc l'armée, ici au Maroc, pas en Égypte. En Égypte maintenant ils sont dans l'embarras, ils sont dans l'impasse. C'est-à-dire, si, admettons,
Admettons que, bien sûr, ils ont des manifestations tout le temps, ils peuvent mener des YouTube de n'importe où, ils peuvent avoir des censures à côté. Alors il faut savoir ce qu'il veut, ce que la société égyptienne veut. Hein. Alors par exemple, si on veut éliminer même carrément du système politique les frères musulmans, je crois qu'il n'y a pas mieux d'un référendum. Un référendum, c'est un espace qui est purement démocratique. Vous ne voulez plus de cet espace. Vous ne voulez plus les frères musulmans. Et vous ne voulez plus même l'islam. Vous ne voulez plus à l'intérieur de l'Égypte. Vous êtes libre de mener votre pays où vous voulez. Et le vent qui vous pourrait vous mener. Donc, il est intéressant de faire un référendum. Voilà. Et là, vous pouvez l'empêcher d'exercer ses activités politiques et ainsi de suite. Parce que d'autant plus, même si vous l'empêchez, même si vous arrivez à l'entraver ses pas, eh bien, il peut toujours se balancer et se pencher vers un autre de Hezbollah ou je ne sais pas quoi, et puis vous aurez d'autres personnes que vous ne saurez jamais savoir mener le travail politique parce que vous ne les connaissez pas. Ça revient à dire le proverbe juif, je préfère l'ennemi que je connais que l'ennemi que je ne connais pas. C'est une sorte, mais il n'est pas juif ce proverbe, il faut au passage pour le dire, c'est un proverbe chinois qui date très longtemps dans la dynastie chinoise où il parlait, où il y avait certainement il y avait des guerres. Or les juifs, ils n'avaient pas de guerre, il n'y avait que de bergeg. Voilà ce qu'ils avaient. D'accord, alors sur ça, l'Égypte, il n'y a que les élections anticipées qui peuvent mener les choses à bout. Maintenant, je peux y aller sur un autre plan, c'est-à-dire sur le plan... voilà, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Moi, je ne touche pas un sou sur tout ce que je suis en train de raconter. Hein. Bon, si j'avais une chronique à le faire, il n'y a pas de problème. On peut discuter tous les jours. Mais c'est dans la pensée d'une pensée libre que je vous le donne et je vous livre ces réflexions qui... Vous l'acceptez ou vous le refusez. Ça, c'est libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Je passe tout de suite à Liban. Liban, on parle maintenant de l'élimination d'un certain nombre de membres de Hezbollah. Oui, mais il faut savoir que Hezbollah, peut-être il n'a pas une dimension en tête qu'il n'oublie pas ou il oublie, je ne sais pas. C'est-à-dire, tous les hommes militaires de Hezbollah, ils sont listés chez les Juifs et même chez les Américains, si j'ose dire, c'est-à-dire au niveau de l'espionnage par satellite. Donc, par satellite, on sait que les militaires qui veulent les liquider, si vous voulez, le terme il est un peu exagéré, eh bien, ils sont suivis dès leur sortie du Liban. Dès leur sortie du Liban, jusqu'à ce qu'il arrive dans leur champ de guerre, là où ils sont à Damas, à Qusayr, à où ils se trouvent. Et là où ils se trouvent, eh bien là, ils vont lui envoyer tout un ensemble, une équipe de personnes, une équipe des tirailleurs de n'importe quel endroit, parce que, eh bien, vous pouvez tirer sur une personne, sur 10, sur 20, mais si on vous présente 1000, 2000, 10 000, est-ce que vous arriverez? Non, vous n'arriverez jamais. C'était le calcul des Vietnamiens à Dien Bien Phu, hein, c'était ça. Et vous tuez une série de Vietnamiens, vous terminez avec la première ligne, et bien avant que vous chargez vos fusils à l'époque, ben vous avez déjà la deuxième ligne qui est là. Hein. Alors, que faire? Donc, c'est ça ce qu'ils font. Et donc, Nasrallah, c'est comme je disais l'autre jour pour Assad, Assad il disait que quand il n'est plus là, ils peuvent attaquer Israël. Non, mais quand vous êtes là que vous pouvez l'attaquer. C'est-à-dire, c'est l'ordre qui devrait passer. Si vous n'êtes pas là, l'ordre c'est de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il peut ne pas donner cet ordre. Donc si vous avez envie d'attaquer, c'est d'attaquer maintenant. Et d'autant plus, je crois qu'il faut laisser la place, tout de moins à un moment, pour
aux militaires de gérer cette crise. Gérer cette crise est indispensable parce que si on continue à la gérer à la sorte, ils vont vous faire descendre toute une armée du monde. Et chaque fois, vous aurez des armes de nouveau, et chaque fois, vous aurez des hommes qui veulent aller au paradis tout de suite, et donc vous aurez un ensemble de problèmes. Donc il faut essayer de capter les choses autrement. Et le dernier discours de Nasrallah qui disait s'il le fallait, lui-même il va partir. Mais vous n'allez rien faire, parce que dès que vous sortez, vous êtes attaqué. Donc l'attaque que vous auriez à faire, comme pour les Égyptiens, c'est l'attaquer Israël. C'est-à-dire éliminer ce cancer ou ce fléau qui existe dans cette zone. Donc il n'y en a pas autre chose. Il faut bien savoir une autre chose. En 2006 ou même en 2000, les Juifs ont déjà la bombe nucléaire, du nucléaire. Donc s'ils avaient envie de l'utiliser, donc je suppose qu'ils avaient, ils supposent, c'est-à-dire ils ont la commande, donc ils peuvent l'utiliser. Aussi minime que le prétexte peut l'être, ils peuvent l'utiliser. Parce qu'il a été utilisé à Nagasaki et à Hiroshima, et donc eux, ils marchent avec les exemples. Ça a été fait, et ils peuvent le faire. Pourquoi pas eux? Donc, parce qu'ils ont un complexe de personnalité, un complexe d'infériorité, et ce qui la donne à une explosion de cette nature. Donc, il y a cette explosion. Donc, si Nasrallah veut faire, l'ennemi il est toujours là, vous le voyez. Peut-être il est en train de changer, peut-être il est en train de moduler les paroles, la discussion, mais il existe. Il existe. S'ils ont l'intention de bombarder encore le Liban, ils vont le bombarder. S'ils ont encore l'intention de bombarder Damas, ils l'ont bombardé. Ce matin, j'ai entendu qu'il y a des équipes je crois sur France Culture, j'ai entendu qu'il y a des ou radio classique, je ne sais pas, et ils avaient qu'il y a des équipes maintenant de Jordanie, de France, des Irlandais, des Américains, qui sont maintenant à la porte de Damas. Est-ce une propagande pour faire peur au régime? Est-ce vrai? Est-ce faux? Mais ça va rester comme ça. Une peur vrai ou faux, ça va rester comme ça. Si vous faites Israël, non seulement cette force va diminuer de cette influence du mal, parce que on entend maintenant partout ce protocole de Sion, comment ils utilisent, comment ça peut être édité par l'islam et ainsi de suite, et comment les mouvements arabes, et comment le monde arabe, et comment le détruire de l'intérieur, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est la première des phases. S'ils ont une bombe nucléaire, ils vont l'utiliser. Et cette bombe peut atteindre aussi Casablanca, au Maroc, il n'y a pas de problème. Mais au moins, on saurait à qui cette puissance, ou une puissance virtuelle des Juifs, des psychopathes des Juifs. 1. 2. À partir de cette donne, quel que soit le résultat, le monde ne serait plus le même qu'auparavant. Il y aurait un avant et un après. Et même, je dirais, même le comportement au niveau des Européens, au niveau des Américains, et même à l'intérieur des sociétés, c'est-à-dire aux sociétés européennes, aux sociétés américaines, les lobbies juifs commençaient à se disloquer. Peuvent pas, et donc il y aurait une espèce de relâche complète de cette main pesante de ces juifs ou de ces coptes ou de ces gens qui passent pour des juifs, parce qu'il ne faut pas être aussi considérer les choses comme des erreurs. Tout est dans le possible. Et donc, il y a une certaine lassitude de cet espace juif. Chaque fois, c'est comme si ce monde il est constitué que de ces psychopathes. Non. Il faut bien que les gens doivent vivre, doivent avoir un mode de vie ordinaire. C'est tout. Ça peut être mené par des Européens, par des chrétiens. Qui sait? Ils foutent la merde et l'autre, il encaisse facilement. Le juif encaisse. Le film qui a été fait contre Mahomet il y a longtemps, il paraît que c'était un copte égyptien. Et il a fait coller le film qui a été fait par un juif. Voilà.
Donc il y a des gens qui sont de cette nature. Oui. Donc, si vous voulez, Hezbollah Hassan Nasrallah, je vois qu'il est de plus en plus nerveux, et parce que on le touche de tous les côtés, ça c'est normal. Il est dans une position. Hein, et puis, il faut qu'il arrive à trouver issue, parce que, et la politique intérieure qui ne le suit pas, ce sont des gens déjà celui du Parti socialiste, je ne sais pas quoi, qu'ils ont, c'est-à-dire ce sont des gens qui bougent avec le vent. Et puis il y a les choses de l'extérieur, il faut qu'ils reconnaissent ceci, il faut reconnaître cela. Alors, en ce qui concerne l'Iran, il est avec Rouhani, il est dans un état de prudence. Il n'ose ni avancer, ni reculer. Ils sont dans cette situation-là. Est-ce qu'il y a eu des tractations en bas? Est-ce que aussi ils craignent pour le désordre à l'intérieur? Oui, tout est possible. La Turquie, il est en train aussi dans une situation très difficile. Comment faire? Maintenant, il est en train de voir un tel intellectuel. Mais quel est l'intellectuel français qui peut dire les conneries qu'il avait raflé en dehors de ce camp de Lévy, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, lui et Safi. Voilà, les deux. Ce sont des juifs. Ils foutent la merde, dans le stress, ils vous font croire à des choses qui n'existent pas, et comme ça, voilà. Parce qu'ils n'ont pas vu encore le réel de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui dépasse de loin le printemps arabe qu'on avait connu en 2011. Si j'ose dire, nous sommes au printemps arabe 2. Et là, ce serait très difficile. Hein. Je suis dans une bonne heure, voilà, une fourchette de 1h20, c'est bon. Oui, pour l'Égypte, on parlait de la richesse peuvent être. Vous savez que le politique, s'il n'y a pas une situation politique stable, aucune économie ne peut se faire. Aucune économie. Et puis l'économie, ils ont, comme je vous ai dit, on lit dans Stratford, on lit dans les analyses, on sait que il y a beaucoup de richesses qu'on peut tirer rien que de ce canal de Suez. La raffinerie, ils peuvent avoir beaucoup de raffineries au lieu que le pétrole arrive en Europe ou aux États-Unis pour qu'il soit raffiné, ils peuvent avoir des raffineries là-bas, ils peuvent avoir de l'argent. Il y a des choses, il faut diminuer cette terre de Suez, hein, c'est-à-dire Sahara Sina. Bon. Ceci dit, je ne pourrais pas aller jusqu'à dire que l'Égypte serait intéressante sans les Égyptiens. Ça, c'est pas le propos. Je crois que les gens qui considèrent que l'Égypte est depuis 7000 ans, je ne sais pas quoi, si vous faites l'arbre généalogique, eh bien, je ne crois pas que vous trouverez des gens qui viennent issus directement des pharaons. Hein. La plupart sont venus soit du Soudan, soit de l'Afrique, soit de l'Europe, soit peu importe. Donc personne ne peut se considérer comme un Égyptien au sens pur du terme. Oui, ils ont des bonnes paroles à la fikra. Bon, on ne sait pas ce qu'ils vont raconter, mais ils ne racontent rien. Il faut qu'il y avoir plus de reconnaissance. Là, je l'avais vu dans le Qahira ou Nas, une jolie blonde là-dedans qui parlait il y avait son correspondant, s'appelait je ne sais pas quoi, et il était dans une structure de à la Chanek, je crois qu'il s'appelle Zineb, quelque chose de cette manière. Et puis d'un coup, le correspondant, on ne le voyait plus, c'était l'époque de cette
charcuterie de mosquée. Alors il a changé tout de suite de temps et on voyait cette, cette, cette présentatrice demander où es-tu, hein? C'est-à-dire, il n'y a plus de cette mesure de parole. On voyait une autre personne, on voyait un autre langage. Donc, leur langage et leur façon d'y être, c'est tous artificiel. Alors, vous savez, l'artificiel, il n'est pas aimé par les gens. Les gens préfèrent toujours l'original. Même si vous êtes méchant, même si vous êtes mauvais, même si vous êtes d'une nature extravagante, eh bien, vous êtes toujours aimé pour votre nature. Je peux dire que... Oui, un petit mot sur l'Europe concernant Merkel. Voilà, je parlais de l'Égypte, je parlais de la Syrie, on essaie de faire le mieux de mon possible. Mais Merkel, je crois que... je ne sais pas si on peut dire qu'il a des chances, mais il peut ne pas avoir des chances pour une réélection. Parce que la Grèce, maintenant, elle est en ligne de mire, les aides à la Grèce, est-ce que ça compte, est-ce que ça compte pas? Elle veut couper cette aide, mais maintenant il y a des élections à côté. Je sais que le lobby juif ne veut pas d'elle, parce que, qu'est-ce que veut dire un lobby juif, comme on dit? Ce sont des gens qui sont disciplinés. Ils savent qu'il y a des urnes, donc ils vont essayer d'avoir le nombre maximum pour qu'ils disent oui. Quand il s'agit de dire oui, ils disent mettre l'urne dans l'urne non, quand il fallait mettre dans l'urne non. Et donc c'est là où on parle de cet individu. Donc Merkel, il y a le Steinmeier. Steinmeier, il n'est pas mal, c'est un faillite, mais parce qu'en général, quand le système politique français change, c'est-à-dire la classe dirigeante, quand l'Élysée change, la chancellerie en Allemagne change. Et donc la droite était là. Il y avait Sarkozy, il y avait un peu Chirac, il y avait Merkel. D'accord? Mais en général, maintenant c'est un parti socialiste, on parlait je crois que c'est le Canard enchaîné qui l'a dit, ou je ne sais pas qui, on parlait du pingouin. Le pingouin, c'est ce qu'on donnait le titre à François Hollande, parce qu'il est toujours debout et... Bon, alors, il y a le socialisme. Donc, il y a ce socialiste, et je crois qu'il faut avoir une chancellerie qui doit jouer avec la France. Hein, et qui a l'avantage de faire durer ce moteur d'Europe qui est la France et l'Allemagne. Et l'Allemagne a intérêt à avoir la France à ses côtés. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un changement. Adenauer, De Gaulle, Schmitt, Giscard, Mitterrand, Kohl, et ainsi de suite. Donc c'est une suite, c'est-à-dire ils s'adaptent, les Allemands, avec la situation. Ils s'adaptent avec les politiques. Et donc ils ont un cheval qui est très intéressant, qui est leur voisin, c'est la France. Un temps on parlait de l'autre axe Londres, on parlait même de l'axe de l'Italie, mais ça n'a jamais fait grand feu et c'est toujours la France. Donc ça peut être un changement dans ce sens. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il reste beaucoup de choses à vous dire, je vous le dirai à la prochain posting. Bon. Maintenant, on peut en discuter autant ce qu'on veut, mais je dois arrêter parce que je dois laisser aussi celui qui m'écoute et celui qui me suit ne pas être dégoûté par la langue. Il est 8h48. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant.